La Syrie en route vers l'inconnu géopolitique suite aux derniers événements. De nombreuses questions demeurent et d'autres se poseront encore certainement. En attendant, essayons de prendre une photographie de la situation actuelle avec nos deux invités du jour qui prendront la parole à partir de Paris. Tout d'abord, Adnan Hazam, bonsoir, écrivain et surtout syrien, bienvenue. Bonsoir. Vous serez rejoint par ce dialogue virtuel par Badis Khnissa, spécialiste en questions internationales. Badis Khnissa, merci d'être des nôtres. Merci à vous, bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par vous, Adnan Hazam. On avait commencé notre présentation avec ce prélude. La Syrie se sauve vers l'inconnu. Un inconnu où d'emblée toutes les parties insistent sur le respect de l'intégrité territoriale du pays, une intégrité territoriale qui n'est pas aussi évidente qu'il n'y paraît. Écoutez, je pense, si vous me permettez, de dire que c'est toute la région. Et si je me laisse y aller vraiment selon mes sentiments de fort intérieur, c'est tout le monde arabe qui va vers l'inconnu. Parce que tout ce qui se passe, frère, tout ce qui se passe en Syrie, c'est lié à 100% sur ce qui se passe en Palestine. Depuis 1917, depuis la promesse de Balfour, tout ce qui se passe en Palestine joue sur le monde arabe tout entier. En commençant par 1948, l'installation de l'entité sioniste, aux guerres de 6 jours, aux guerres de 73, à l'invasion du Liban dans les années 2000, et puis dans le printemps arabe et la guerre de 7 octobre, de 8 octobre. Hazam, on va parler d'histoire, bien entendu, mais essayons de rester sur la situation actuelle, parce que toutes les parties parlent du respect de l'intégrité territoriale du pays, et on le voit, c'est une intégrité territoriale qui est plus ou moins menacée. Pourquoi est-ce que, selon vous, cette intégrité territoriale n'est pas aussi évidente qu'elle n'y paraîtrait ? Je m'excuse pour c'était juste toute petite rappel historique, mais je vous dis pourquoi. Aujourd'hui, le peuple, une partie du peuple syrien est descendue dans la rue, qu'il soit en Syrie ou en Europe ou partout, pour exprimer leur émotion. Ils sont tellement heureux, soi-disant, de libérer la Syrie. Mais comment voulez-vous qu'on descende dans la rue au même temps que les chars israéliens, ils sont à 30 km de Damas aujourd'hui. 30 km de Damas uniquement. Et puis, tous les jours, vous avez cité au moins une dizaine de fois dans votre journal tous les frappes de l'aviation israélienne, c'est-à-dire, est-ce que selon l'accord entre la Russie et l'Amérique et l'Arabie Saoudite, le Qatar et Abu Dhabi et l'Iran, est-ce que c'était prévu? Est-ce que ça c'était prévu dans cet accord de faire sortir Bachar al-Assad et confier à Israël la liquidation de toutes les armes en Syrie? C'est-à-dire, est-ce qu'on va transformer la Syrie en pays où on va faire des restaurants, des casinos, des discothèques, où on mange bien, mais pas d'armée, comme le Liban autrefois? Adnan Hazam, je rappelle, vous êtes syrien. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos proches ou de vos connaissances qui seraient sur place? Est-ce que vous avez des échos de la situation sur place? Bien sûr, on est scotché au téléphone 24 heures sur 24. Pour être honnête, moi, je n'aime pas dire des choses qui ne sont pas... Je veux dire, honnêtement, aujourd'hui, le nouveau groupe armé qui arrive, ils essayent de tenir un discours d'apaisement. Mais quand même, on a vu que la banque centrale de la Syrie, elle était saccagée. On a vu quelques soldats torturés parce qu'ils n'étaient pas sunnites. Donc, on ne sait pas. Pour moi, pour ne pas rester, pour aller droit au but, tout ça, ça ne compte pas pour moi. Ce qui compte, ce sont les chars israéliens qui avancent vers Damas. On va en parler. On va en parler. Parce que ça rejoint Netanyahou qui va refaire cette Proche-Orient nouveau à sa taille. On va en parler dans quelques instants. Badis Khnissa, ne le cachons pas, c'est vrai que la situation est quand même assez inquiétante pour la Syrie et pour notamment toute la région. Mais j'ai envie qu'on revienne aux sources. Comment est-ce qu'on est arrivé là? L'offensive du groupe Hayat al-Tahrir al-Sham
ex-Al-Nusra, c'est-à-dire la branche locale d'Al-Qaïda, a été fulgurante. Cela a débuté le 27 novembre dernier, provoquant la chute d'abord d'Alep, la plus grande ville de Syrie, puis de la ville centrale de Hamma, la quatrième, puis d'autres grandes zones. Où est donc passée l'armée syrienne flanquée de... Alors on parle de 130 000 à 160 000 hommes. Où est-ce qu'ils sont passés? Comment vous expliquez-vous l'avancée fulgurante de ces, entre guillemets, de ces rebelles? Écoutez, tout d'abord, il faut rappeler que nous sommes en train de vivre aujourd'hui un épisode géopolitique, proprement dit, ce qui se passe comme bouleversement, mais surtout comme point de bascule, notamment en Syrie, sans décorréler bien évidemment, et je rejoins votre intervenant, sur l'équation globale, qui notamment est intimement liée bien évidemment à ce qui se passe comme génocide à Gaza et au territoire occupé par l'entité sioniste. Cependant, pour revenir à votre question pertinente, c'est la question qui est sur toutes les lèvres, effectivement, et cela, on peut faire quelques analogies avec d'autres pays et la chute de certains régimes d'autres États, notamment avec cette rapidité, mais surtout cette offensive, si on peut appeler ça offensive, puisqu'il n'y a pas eu de défense en face, il n'y a pas eu d'obstacle, il n'y a pas eu de résistance, aucunement, bien au contraire. D'ailleurs, il y a eu des défections, notamment de la part de l'armée régulière syrienne. Et c'est ce qui pose des interrogations, notamment sur notamment le timing, notamment sur aussi la force de frappe de cette force ou cette opposition qui, ma foi, en visionnant les images, se contente de quelques pick-up et quelques armes artillerie légères, notamment. On est loin de l'aviation et des frappes, je dirais, en amont. Donc, il y a véritablement, effectivement, un flou qui opère dans ce cas de figure. Ceci étant, encore une fois, nous ne pouvons pas nier à la fois aussi, ça a été dit par votre invité, sur les liesses des scènes de liesse, notamment des Syriens par million, hein, que ce soit en Turquie qui se compte par 3 millions et en Allemagne il y a 1 million, et ce qui peut-être augure une lueur d'espoir pour eux en matière de changement de paradigme et changement de prisme, notamment en matière de gouvernance. Toujours est-il, encore une fois, et c'est là où je reviens sur un peu la définition de l'opposition, une opposition quand même qui a certains antécédents sur lesquels on devrait s'attarder les jours, les semaines à venir et qui devraient d'ailleurs se répercuter facilement sur le comment, puisque la question qui est sur toutes les lèvres également, c'est au-delà des discours, au-delà des postures, au-delà des discours aussi parfois circonstanciels, et ça a été dit aussi, qui est complètement déphasé par rapport à un certain discours beaucoup plus rigoriste et extrémiste par le passé. J'aime le dire, en fait, que les Syriens aujourd'hui, dans leur globalité, souhaitent d'abord être au cœur du réacteur de la décision politique à venir, mais surtout aussi être acteurs, notamment autour de la table des dirigeants qu'il faudra impérativement définir. Et si vous me permettez, je rebondis un peu sur tout à l'heure, justement, cette sécurité territoriale. Il faut se poser la question fondamentale qui est à qui peut-être profite la situation aujourd'hui et ce glissement vers le flou, notamment de la Syrie. Et il suffit juste de mettre en perspective quelques éléments, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'entité sioniste est déjà sur le jour d'après. Vous avez évoqué l'accord de 1974 sur cette zone de démilitarisation, notamment bilatérale, qui a été tout simplement considérée d'une manière unilatérale par l'entité sioniste et Netanyahou comme nulle et non avenue. Et d'ailleurs, ils ont tout de suite pris des positions, comme aussi pour toutes les frappes aériennes préventives et même, je dirais, destructrices, y compris d'ailleurs dans les centres de renseignement syriens. C'est dire qu'effectivement, elles profitent de ce brouhaha, ce marasme notamment, ce chaos, entre parenthèses, puisque toutes les institutions, notamment sécuritaires, ne sont plus présentes, y compris la défense aérienne, la défense militaire, pour pouvoir justement, pourquoi pas, illustrer son projet, son grand projet, qui est celui d'affaiblir tous les pays, notamment réfractaires, récalcitrants, mais surtout aussi qui lui tiennent tête, y compris la Syrie. Alors, Adnan Hazam, on ne sait pas de quoi demain sera fait concernant le changement de la donne politique en Syrie, mais en tout cas, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Syriens qui rentrent chez eux, d'autres sont au contraire un peu plus sceptiques, mais les événements qui touchent la Syrie ne nous rappellent pas de très bons souvenirs concernant l'Irak et la Libye. À l'époque, on disait aussi que toutes les parties de l'opposition et autres devraient participer au dialogue pour une sortie de crise politique, pacifique, etc. On voit la situation de ces pays actuels n'est pas très enviable. Cela, on va le dire clairement, cela a complètement échoué. Vous, en tant que Syrien, quel est votre ressenti aujourd'hui ?
Si vous me permettez juste que je rajoute quelques mots sur ce qu'a dit le monsieur très juste, c'est quand même ce qui s'est passé en Syrie les derniers jours, il y a quand même un accord. C'était pas comme ça vraiment le hasard. Ça fait un mois qu'il y a une discussion. Et regardez, j'ai quand même reçu un mail très important de sources absolument fiables. Ça fait un mois qu'il y a une discussion entre l'Amérique et la Russie, l'Iran et l'Arabie Saoudite, et le Qatar et la Turquie. Donc ils ont réussi à convaincre le président Bachar al-Assad de quitter le pouvoir. Parce que, tout simplement, il y a un changement total géopolitique par rapport à 2015. La Russie, aujourd'hui, elle ne peut pas intervenir parce qu'elle a autre chose à faire en Ukraine. L'Iran, elle va conserver son programme nucléaire. Elle pense que s'il fait des resets aux Américains, ils vont les laisser continuer leur programme nucléaire. Et l'armée syrienne, elle est totalement épuisée depuis 15 ans, elle est sous embargo, on n'a pas un sou, on n'a même pas de salaire pour les soldats. Donc tout ça a amené le président Bachar al-Assad à signer cet accord et partir. Mais dans cet accord, il y a 6 points. Il y a 6 points dans cet accord que je peux les citer très 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 vite. C'est-à-dire que le président Bachar al-Assad part d'abord à Abu Dhabi, et d'Abu Dhabi, lui, choisira un exil, donc il a choisi la Russie. Deuxièmement, vous parlez d'un accord, cet accord est quand même suscite beaucoup de questionnements et d'interrogations. Vous êtes responsable de vos propos, puisque vous êtes en train d'inclure plusieurs parties qui elles-mêmes ont appelé à un dialogue inclusif rassemblant toutes les oppositions. Bien sûr, absolument. C'est quelque chose qui s'est passé. Je ne l'invente pas. Donc, ils ont parlé de tout ça. Et suite à ça, donc, le président Bachar al-Assad, il a pris l'avion, il est parti à Abu Dhabi. Il est resté 3 jours à Abu Dhabi. Après, il est parti en Russie. Maintenant, aujourd'hui, la Russie a demandé une réunion d'urgence aujourd'hui aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. Donc, il faut revenir maintenant à cette fameuse 2254, c'est là-dessus que la Syrie, on ne peut rien dire aujourd'hui si le peuple syrien n'a pas fait une élection pour propulser une force politique, un parlement qui puisse prendre la relève de pays. Aujourd'hui, il y a des groupes qui sont rentrés en Syrie, ils ont pris le pouvoir. Si on prend M. Al-Joulani, il est quand même demandé par la justice. Toute discussion aujourd'hui, elle est absolument virtuelle. Une véritable discussion, il faut attendre à qu'est-ce qui a été décidé cet après-midi au Conseil de sécurité. Est-ce qu'il y aura un véritable... On va attendre. Alors dans ce cas-là, on va attendre. Mais je comprends bien votre propos, Adnan Hazam, mais on va parler de tout ça. Badis Renissa, comment ne pas le voir? Vous en parliez à l'instant, cette démonstration de force ou ce déploiement par l'occupation sioniste au-delà de la bande délimitée, c'est-à-dire la zone tampon du Golan, effectivement, celui qui arrive à sortir les marrons du feu est bien entendu l'entité sioniste, avec d'ailleurs cette sortie de l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, qui dira que enfin l'anneau de feu et de terreur que l'Iran a tenté de construire autour d'Israël est enfin tombé avec le changement de la donne politique en Syrie. Effectivement, c'est ce que vous disiez, à qui profite le crime, si je puis dire. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça nous renvoie un peu sur les velléités affichées et non plus cachées comme auparavant, notamment de l'entité sioniste, comme je vous ai expliqué, qui était déjà sur l'étape d'après et qui d'ailleurs profite de cette situation pour essayer de damer le pion, mais surtout aussi de placer notamment stratégiquement notamment ces positions militaires, comme j'ai évoqué tout à l'heure, que ce soit du Golan, mais au-delà, c'est-à-dire qu'elle est dans des vues et des velléités beaucoup plus, je dirais, l'appétit aujourd'hui de l'entité sioniste et dépasse les frontières syriennes. Et là, et c'est pour ça tout à l'heure, j'ai voulu en introduction impérativement souligner qu'il faut garder en filigrane le grand projet du Grand Israël notamment de l'entité sioniste, qui englobe effectivement la Syrie. Et quoi de mieux, j'ai envie de vous dire, comme aujourd'hui, où cette situation désastreuse, où d'ailleurs le vieil adage prend tout son sens, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et l'entité sioniste compte bien en faire son bonheur, et y compris une opportunité, puisque ça a été évoqué par Netanyahou, qui a été, avec audace et toupet, je dirais, invraisemblable,
s'approprier cette chute en disant qu'effectivement, c'est grâce aux frappes, notamment de certains pays limitrophes, qu'aujourd'hui, le régime Bachar al-Assad est tombé. C'est pour vous dire qu'effectivement, il est dans une dimension autre, c'est-à-dire qu'il lui importe peu la stabilité, au contraire, de la Syrie et de son peuple, il lui importe peu la période d'après, notamment, même si elle est teintée d'incertitude, mais surtout aussi de beaucoup de spéculation, faut-il le rappeler. Il n'y a qu'à voir les médias occidentaux, comment ils couvrent avec leur propre prisme et angle de vue, notamment comment ils analysent, et y compris d'ailleurs cette opposition qui est diabolisée à tort ou à raison, laissant justement les Syriens trouver leur propre solution avec une solution syro-syrienne sans, je dirais, ingérence étrangère, sans velléité notamment. Et d'ailleurs, l'un des plus gros défis, y compris au Conseil de sécurité et peut-être demain dans d'autres instances comme l'espace de la Ligue arabe, il faudrait mettre un terme à l'appétit dévorante et cannibaliste, notamment de l'entité sioniste, sur la Syrie aujourd'hui, mais pour d'autres pays demain. Alors, dernière question à tous les deux. Je vous demanderai juste une réponse assez concise. Bien entendu, l'Algérie se tient aux côtés du peuple syrien et on appelle un front uni. Donc on voit, hein, la Syrie a basculé en quelques jours, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Mais quand on voit l'histoire, quand on fait une chronologie historique, on voit que ce n'est pas exactement le cas, puisque la Syrie était la cible depuis de nombreuses années du nouvel ordre mondial ou des anglo-saxons, peu importe comment on pourrait, la connotation qu'on donnerait à ce pouvoir. On a vu des embargos, des bombardements durant des années, une marginalisation du concert des nations. La Syrie était donc dans la ligne de mire depuis quelques années. Et je vous renvoie également à ce que disait en 2007 le général américain Wesley Clark, qui a révélé le plan pour le Moyen-Orient après le 11 septembre en disant que nous, c'est-à-dire les Américains ou les Anglo-Saxons, allaient éliminer 7 pays en 5 ans. Il parlait de la Syrie, l'Irak, le Liban, la Libye, la Somalie, le Soudan et en finir avec l'Iran. On le voit, hein, on assiste peut-être sans doute à la partition de soufre qui se poursuit sous nos yeux. Alors la question est dirigée vers vous deux avec une réponse, s'il vous plaît, concise. Hanan Azam, peut-être on commence par vous. Ce matin, je suis allé à Sciences Po à Paris. J'ai rencontré une jeune étudiante syrienne, elle a 21 ans. J'ai discuté avec elle, elle m'a étonné avec sa réponse très vite, je vous l'ai dit. Elle a dit, il ne faut pas sortir de l'ENA pour comprendre qu'aujourd'hui, Israël vit dans son âge d'or parce qu'elle a réussi exactement ce qu'il a voulu avec son père et sa mère, l'Angleterre et les États-Unis. Donc, pour Israël, il faut absolument des États complètement anéantis autour d'elle, jusqu'à le Maroc. Pour Israël, il faut que la Libye reste complètement sombrée dans la terreur, l'Irak détruite, le conflit entre l'Algérie et le Maroc. Il faut absolument maintenant foncer vers l'Iran pour frapper, détruire le centre nucléaire iranien. Ça, Merci, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas agir aujourd'hui efficacement dans ce conflit. Alors, Badis Nissa, concernant le plan de Wesley Clark avec tous ces pays où l'Algérie appelle à une réconciliation, que ce soit en Libye, que ce soit au Soudan, que ce soit aujourd'hui en Syrie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est en phase avec son ADN diplomatique et les efforts consentis notamment pour préserver la stabilité notamment et les acquis, y compris aujourd'hui de la Syrie, à savoir la paix, la sécurité, la stabilité, mais surtout aussi le développement notamment et l'économie, surtout du peuple syrien, à travers une solution, comme j'expliquais, interne, sans interférence, sans ingérence étrangère. Et je reviens aussi sur un point fondamental peut-être pour conclure. Écoutez, dans cette région et notamment dans l'espace arabe globalement, la sécurité de la Syrie, c'est la sécurité du monde arabe. Elles sont intimement liées. N'oublions pas que la Syrie fut et elle est toujours acteur majeur, un poids lourd dans l'échiquier international, y compris au Moyen-Orient et notamment dans le fameux projet panarabiste cher notamment à beaucoup de dirigeants arabes. C'est pourquoi aujourd'hui, ce projet, ce dessein sibyllin, ce dessein belliqueux, notamment et pernicieux de la part de certains dirigeants, et notamment, y compris l'entité sioniste au premier degré, souhaiterait justement phagocyter, souhaiterait tuer dans l'œuf justement toute
projection, tout espoir, notamment ne serait-ce que de créer un espace géopolitique arabe pour donner le là ou pour donner justement le vis-à-vis pour un monde occidental ou même pour le représentant plus ou moins entre parenthèses légitime d'une certaine démocratie, d'une certaine civilisation occidentale qui est l'entité sioniste dans la région. Voilà, en guise de conclusion, ça sera tout pour notre entretien du jour. Merci à nos deux invités, Badis Nissa, expert en questions internationales, et Hanan Hazam, tous deux ont réagi de Paris. Merci messieurs, je vous dis à bientôt.